Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous recevons aujourd'hui le médiateur de l'autorité des marchés financiers, Marielle Cohen-Branche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup de nous accompagner. L'occasion de revenir avec elle sur le rapport annuel 2022 de l'AMF. Et on peut dire que l'arrivée des 1,3 million de nouveaux investisseurs particuliers sur les marchés d'actions ces 4 dernières années ont eu leur effet. L'équipe de la médiation a traité et clos un nombre record de dossiers. Plus d'1 millier de propositions d'avis ont aussi été rendues, là encore, un niveau inédit. Marielle Cohen-Branche, pour qu'on ait un peu une idée des chiffres, voilà, combien de saisines exactement ont été réalisées? Combien de dossiers vous avez traités en 2022? Alors, effectivement, un nombre record, c'est-à-dire que c'est depuis le confinement, depuis cette période-là, Ouais. alors qu'auparavant, j'avais 500 dossiers de moins, d'un seul coup, j'ai eu 500 dossiers de plus. Alors, quand je dis vous avez raison, c'est l'équipe de la médiation, c'est-à-dire que ce n'est pas l'AMF, c'est une structure indépendante, c'est un service public gratuit et qui essaye de résoudre en amiable, effectivement, les litiges qui sont dans le champ de compétences de l'AMF. Et donc, effectivement, brusquement, il a fallu en traiter bien davantage depuis 2021. Et donc, il a fallu des renforts exceptionnels et provisoires pour tenter, effectivement, de gérer. Et nous y sommes arrivés, en ce sens que c'était un des paris ambitieux de l'année 2022, pourtant effectivement marqué par un enchaînement de crises et d'incertitudes. Donc de 500 dossiers, on est passé à combien à peu près ? On est passé à 2000 dossiers. D'accord. Et donc, ce qui fait qu'on en a traité effectivement 12% de plus, mais surtout que j'en ai signé, parce que là c'est individuel, c'est bien le médiateur qui signe. Alors il ne signe qu'une proposition, puisque je ne suis plus un juge et je ne sanctionne plus. Et donc maintenant, simplement, j'essaie de proposer une solution. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai dépassé 1000 avis, ce qui veut dire que ça ne m'était jamais arrivé et que c'est une véritable ruche que cette équipe qui travaille avec moi, sans laquelle je ne sais rien. Voilà pour les chiffres. Ouais. Alors, au dehors de ces chiffres qui marquent l'importance du travail, il y a on en fait quoi et à quoi ça aboutit. Donc, en termes de résultats, je peux dire que là, j'ai envie de dire que c'est une constante qui est plutôt satisfaisante. Comment vous pouvez juger de l'efficacité d'un médiateur ? Eh bien, d'abord, en se demandant combien suivent cet avis. Et donc là, il faut distinguer selon que la proposition est favorable ou défavorable. Selon et ça aussi, vous le publiez dans votre rapport annuel ? Ça, bien sûr. Oui. Nous avons un régulateur. Les médiateurs de la consommation ont un régulateur et regardent tout cela. Et là, on peut dire que c'est plutôt très satisfaisant, en ce sens que... bon an, mal an, on va dire un dossier sur 2, c'est un avis favorable ou défavorable, mais qu'on va dire à 95-96%, je suis suivi dans les 2 cas. Et les dossiers défavorables sont les plus compliqués. Oui. Parce que c'est là où il faut expliquer pédagogiquement pourquoi finalement il ne sera pas donné une suite favorable à cette demande. On va rentrer peut-être dans le détail de certains des dossiers. Alors, quel litige aujourd'hui on retrouve en tête du classement ? Alors, peut-être, j'ai simplement omis de vous parler d'un dernier chiffre qui me tient à cœur. Ouais. Ce sont les dossiers du mois que je publie sur le site de l'AMF, parce que ça, c'est un peu ma marque de fabrique. D'accord. Vous savez que la médiation, c'est confidentiel. C'est-à-dire que l'AMF ne sait pas quels sont les professionnels en litige. Et je me suis dit tout de même, il y a des dossiers dans lesquels ce n'est pas une erreur humaine. Donc, on peut en tirer des leçons. On peut en tirer des leçons aussi bien pour une meilleure information de l'épargnant que pour le professionnel. Et donc là, chaque mois, avec mon équipe, je choisis un dossier du mois, que j'appelle le dossier du mois. Comme un journal de bord ? Exact. C'est bravo, c'est le journal de bord, exactement. Alors, voilà. Alors là, encore plus 12%, donc 12 000 lecteurs en direct qui viennent sur le... Mais surtout, une reprise par des revues, une reprise par les professionnels, une reprise par les associations de consommateurs. Donc là, c'est là où on peut se démultiplier en termes d'efficacité. Parce que de toute façon, on va reparler évidemment de l'intérêt, c'est ce que vous dites, de faire de la pédagogie, de toujours donner plus d'informations aux investisseurs. Pour répondre à votre question, les principaux litiges, oui, le premier prix, si j'ose dire, est remis à le PA. Bon, enveloppe prisée des Français. En clair, si vous voulez acheter des actions ou d'autres parts de titres éligibles, c'est une enveloppe fiscale qui vous permet, si vous avez une plus-value au bout de 5 ans, eh bien d'être exonéré effectivement de l'impôt sur le revenu. Pas des prélèvements sociaux, mais de la fiscalité sur l'impôt des revenus. Et donc, en réalité, souvent,
les clients sont incités, on leur propose ou ont envie de transférer leur PEA. Et là, les ennuis commencent. Oui. Pourquoi? Et donc, 2/3 des problèmes que j'ai en matière de PEA, c'est effectivement les problèmes de transfert. Au point que j'ai suggéré à l'AMF, effectivement, de créer un groupe de travail. C'est une structure officielle, lourde, qui appartient à l'AMF. C'est ça, au sein de l'AMF. Au sein de l'AMF. Création d'un collège dédié à cette question on du appelle PEA. un groupe de travail qui va réunir les directeurs généraux de grands établissements et avec les services de l'AMF. Et donc, qui va essayer de travailler sur des améliorations. Et donc, ce groupe de travail a effectivement rendu sa copie. Moi, indépendante de l'AMF, j'avais mes propositions. On va dire, pour faire court, qu'on va dans le même sens. Ouais. Et que, simplement, personnellement, dans mes propositions, j'étais plutôt pour des engagements un peu plus, on va dire, durs, c'est-à-dire des obligations. Mais même si on démarre avec des bonnes pratiques, on va dire que ça va dans le bon sens. Parce que pour l'instant, est-ce qu'on a pu donner des réponses concrètes à ces demandes liées à ce PEA? Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, c'est comment on essaye de diminuer la durée. Et donc, il faut reconnaître qu'il suffit, par exemple, que vous ne laissiez pas votre 150 € qui sont les frais de transfert pour que, effectivement, ça prenne 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si la composition du portefeuille est compliquée, ça aussi, si le professionnel va se tromper, si le client va croire qu'il peut peut-être arbitrer alors qu'il ne peut pas arbitrer. Et donc, vous avez une série d'obstacles. Et moi, ce que je réclame, c'est que, par exemple, si le dossier du client est incomplet, erroné, eh bien que le professionnel lui dise. Si maintenant il ne peut pas, ou la composition du portefeuille est très complexe, titre étranger, part de sociétés mutualistes, titre non coté, eh bien tout ça, qu'il y ait une meilleure information. Et puis l'énorme problème, c'est que puisqu'on vous le transfère, il y a une ancienneté fiscale qu'il faut transférer. Et elle se retrouve, toute cette description se retrouve dans un bordereau d'informations fiscales. Et là, très souvent, il est envoyé à la mauvaise adresse. Pourquoi? Parce que tout ce traitement est manuel. Et c'est là que les professionnels sont en train de s'engager dans une bonne voie, celui à moderniser et à moderniser ce processus. Voilà. Numéro 2, je crois, sur le podium, on a l'épargne salariale. Ah, alors l'épargne salariale. Comment vous expliquez? Je crois que ça repart à la hausse après 2 années de baisse, voilà. C'est ça? Alors, au fond, disons tout de suite, l'épargne salariale, c'est 12 millions de salariés et 140 milliards. Ça ne se sait pas assez. Et donc, c'est touffu, complexe. Et donc, ça avait beaucoup diminué. Je pense que la médiation de l'AMF y a un peu contribué. Et puis également, et surtout, parce qu'il y a eu une réglementation nouvelle à laquelle nous avons contribué, qui était de mieux informer sur les frais et l'ensemble de l'évolution de ce patrimoine. Très bien. Et puis arrivent des cas où on vous autorise à débloquer par anticipation. Alors lesquels? À quelles conditions? Pour faire quoi? Et là commencent les ennuis, là commencent les difficultés, les ignorances, et c'est là où on peut apporter une réponse. Mais cette réglementation est ancienne. Et si je donne un exemple, vous avez, pour l'acquisition de votre résidence principale, la possibilité, effectivement, de débloquer votre plan d'épargne. Eh bien, est-ce que le fait, par exemple, d'agrandir dans votre jardin, de faire un studio de jardin, vous pouvez... Alors, c'est pas attenant. Alors, on ne sait pas. Là, on hésite. Et là, il va y avoir des problèmes. Et donc, nous, on souhaite que le fait que ce soit pas attenant puisse être tout de même considéré comme. Deuxième, et j'en terminerai là avec cet exemple, le bail solidaire réel. Des personnes, des ménages, effectivement, ont la possibilité d'acheter le bâti, mais le foncier le sera par un organisme public. Est-ce que c'est une acquisition? Fiscalement, c'est ce que dit le fisc. Mais juridiquement, il y a débat. Et ça, pour l'instant, eh bien, ça n'est pas encore considéré par le ministère du Travail. Nous avons encore là de l'espoir et du travail devant nous. Le temps passe, j'aimerais qu'on parle des crypto-monnaies. On en parle évidemment beaucoup. Moi, j'ai vu que les demandes sur les cryptos, elles avaient triplé. Oui. Alors, est-ce qu'elles sont vraiment conséquentes? Voilà, si on passe de 2 à 6, c'est différent. Vous savez, cela dit, l'épargne salariale, la première année, j'en avais que 40.
Donc, après, j'en ai eu 300. Entendons-nous. Alors, moi, je dis cryptoactif. Je sais que de moins en moins, on dit cryptoactif, mais je dis c'est pas une monnaie, c'est un actif spéculatif sur lequel on intervient. Donc, je ne suis compétente que si la plateforme est enregistrée. Eh bien, il est évident que plus le nombre de plateformes enregistrées va s'accroître, plus je vais en avoir. Et donc, dans les triplements que j'ai enregistrés, j'ai encore beaucoup de dossiers pour lesquels j'ai dû me déclarer incompétente, tout simplement parce que les plateformes n'étaient pas enregistrées. Ensuite, encore faut-il effectivement que je ne suis pas non plus compétente si c'est une escroquerie. Tout à fait. Et donc, parce que je ne négocie pas avec les escrocs. Mais vous avez des techniques parfois de contournement. Par exemple, il faut dire aux investisseurs, aux épargnants, ne signez jamais que vous êtes venu de votre propre initiative. Ce sont des techniques de contournement qui font que le professionnel ne sera plus tenu de respecter la législation parce que c'est vous qui êtes venu dans son magasin et c'est pas lui qui vous a commercialisé le produit. Alors, au fond, si je fais très court... En résumé, vous diriez que c'est plus difficile ou moins difficile justement de traiter ces demandes-là? Alors, celle-là, d'abord parce que l'enregistrement, puisque pour le moment, la France qui se veut pionnière a décrété qu'il fallait que les plateformes soient enregistrées, mais on ne regarde que PSAN, des PSAN. Eh bien, officiellement, on ne regarde que la lutte anti-blanchiment. Alors, ça ne va pas très loin, mais on a l'AMF a inspiré un futur règlement MICA qui, lui, rendra obligatoire le véritable agrément. Mais j'ai accepté d'aller au-delà de ma compétence. Et donc, j'ai commencé à voir, par exemple, ces termes. Quand on vous propose un livret en cryptoactif, en fait, on vous propose de les prêter. Donc, vous imaginez, les gens s'imaginent qu'avec le mot livret, ils n'imaginent pas qu'en réalité, la mise à disposition à votre plateforme, c'est qu'elle va les prêter et que vous avez un risque. Donc, il y a déjà une bataille de mots, ne serait-ce que de comprendre ce qu'on est en train de faire. Vous venez de dire quelque chose sur lequel j'ai envie de rebondir. Est-ce que ça vous arrive beaucoup de traiter des demandes qui sont hors de votre champ de compétences? Que se passe-t-il quand vous êtes saisi sur un dossier qui, sur le papier, ne vous concernerait pas? Je commence par... Je pourrais dire, et la plupart du temps, je le dis, par exemple, c'est du bancaire, je ne suis pas compétente, alors qu'il y a des fraudes bancaires nombreuses. C'est purement fiscal, je ne suis pas compétente. C'est de l'assurance, je ne suis pas compétente. Mais c'est vrai que dans le passé, quand j'avais 500 dossiers de moins, sur le Forex, par exemple, pendant longtemps, je me suis dit, si le professionnel accepte, je vais tout de même essayer d'aider. Et donc, parce que je crois qu'il y a un regain de ces dossiers, précisément. Alors, oui, il y a un regain. Mais là, maintenant, avec la masse de dossiers que j'ai à traiter, le Forex, en réalité, si le client a accepté de souscrire à des options binaires ou des CFD et que son professionnel a été agréé dans un pays, par exemple Chypre, eh bien, moi, il faudra que je le renvoie vers le médiateur chypriote. Et donc, quelque part, ça s'appelle le passeport européen, c'est-à-dire que l'AMF, aujourd'hui, n'est toujours pas compétente lorsque une entreprise agréée dans un des 27 pays va vendre son produit à des investisseurs français. Donc je dis aux investisseurs, regardez dans votre contrat quelle est la loi applicable et qui sera compétent, parce que peut-être que si l'AMF est le médiateur de l'AMF, ce sera plus difficile en cas de litige. Est-ce que ça va évoluer, ça? Est-ce que ça va changer? Non, ni avec les cryptoactifs. Le passeport européen prévaudra. De manière plus pratique, combien de temps dure une médiation en moyenne? Moi aussi, c'est une question que je me suis posée. Alors, vous savez qu'une moyenne, c'est très peu représentatif. Vous savez, vous dites, j'ai la tête dans le four et les pieds dans la glace, mais j'ai 37 degrés en moyenne, mais je suis mort tout de même. Donc, je préfère le terme de médiane, qui déjà... c'est-à-dire en moyenne 3 mois et demi. Mais c'est vrai qu'en ayant eu autant de dossiers nouveaux, le délai... c'était véritablement allongé. Donc, il est connu que nos dossiers sont les plus complexes. Donc voilà, je vous donne ce chiffre, c'est 3 mois et demi en médiane, 6 mois en moyenne, parce qu'on a rattrapé des dossiers qui étaient un peu enquistés depuis 2 ans. J'ai envie de dire... je préfère encore conserver la qualité. Et vous savez, les professionnels n'ont pas de délai pour nous répondre. Donc, cela dit, des professionnels eux-mêmes peuvent être sous l'eau. Et donc, je préfère de revenir vers eux et obtenir... Quelquefois, ils me disent, mais tout va bien. Je dis, c'est très bien, je veux les preuves. Alors, ça demande plus de temps. Ah oui, mais il faut désarchiver. Ça demande plus de temps. Voilà. On le sait,
ces dossiers de placement financier sont très complexes. En 30 secondes, vraiment, il nous reste 30 secondes, Marielle Cohen-Branche. Globalement, sur toutes ces demandes de dossiers, est-ce qu'on peut dire que vous constatez un manque d'information de la part des investisseurs? Fondamentalement, s'ils sont d'information ou de compréhension, selon les cas. Mais évidemment, le consentement éclairé, c'est un élément majeur des traitements de nos dossiers. On terminera là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Marielle Cohen-Branche, je rappelle, vous êtes la médiateur de l'autorité des marchés financiers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite, toujours à la même heure, dans un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart. À très vite. Ciao.